Lucifer, do you have a family? Yeah. My father threw me out of heaven. My family's pretty fucked up too. Oh yeah. Especially that asshole Andrew. Dès que j'ai découvert qu'il n'y avait pas eu un exil, bon, j'étais déjà en choc, puis dans un mois, je ne savais pas quoi faire. Et après, deux questions étaient posées. Si les populations en place n'étaient pas exilées, qu'est-ce que c'est arrivé avec eux? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Deuxième question. De où viennent tellement de juifs du monde? De où viennent tellement de juifs du monde? D'où viennent les juifs d'Europe de l'Est? Sont-ils des descendants d'Hébreux exilés de force d'Israël ou des convertis? Cette question, qui vous paraît peut-être anecdotique, est pourtant au cœur de controverses acharnées entre historiens israéliens. Et si je vous dis que les Khazars, un brave peuple de cavaliers nomades du Moyen-Âge, a peut-être la réponse? Au premier abord, ça n'a pas l'air fantastique. Et pourtant, ces fameux Khazars du fin fond de leur steppe russe médiévale continuent de faire couler énormément d'encre en Israël. Leur conversion à la religion juive il y a bientôt 1300 ans gêne beaucoup de monde et va même jusqu'à remettre en question une grande partie du récit national israélien. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer les termes d'un débat ultra sensible. On va présenter plusieurs points de vue et bien sûr on ne va apporter aucune réponse définitive dans cette vidéo. Je tiens quand même à préciser que tous les développements qui suivent ne sont pas mon avis personnel, mais celui des auteurs sur lesquels je m'appuie. Et je remercie d'ailleurs Lucas Pacotte pour l'écriture et la documentation de ce script. Vous trouverez d'ailleurs tous les livres et articles consultés dans la barre de description sous la vidéo. Avant de parler des Khazars, il faut revenir sur le récit traditionnellement admis par les historiens du judaïsme. 9 voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. L'historiographie dominante en Israël établit que tous les juifs d'Europe et du bassin méditerranéen sont des descendants des Hébreux, le peuple antique qui a fondé la religion juive. Subissant différentes invasions, ils auraient été exilés de force par des conquérants successifs, en particulier l'empereur romain Titus. Cet empereur a fait détruire le second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ suite à une grande révolte et aurait, pour marquer son triomphe, réduit en esclavage tous les Hébreux. Vendus et dispersés dans tout l'Empire, ils auraient toutefois conservé une identité commune, faisant d'eux un peuple juif en exil, une diaspora. Car le dogme juif orthodoxe n'envisage pas que des populations aient pu se convertir au judaïsme. Contrairement au christianisme ou à l'islam qui se veulent des religions universelles et cherchent à se répandre, le message du judaïsme ne s'adresse normalement qu'aux Hébreux et leurs descendants. Le Dieu unique est censé avoir fait une alliance avec eux et leur avoir promis une terre en échange de leur fidélité. Selon ce principe, seuls les descendants des Hébreux peuvent donc pratiquer la religion juive et revendiquer leur terre. Tous les juifs du monde seraient donc un seul et même peuple. Les différences entre juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, séfarades d'Espagne et du Maghreb ou Mizraïm du Moyen-Orient ne seraient donc que des variations superficielles, conséquence de nombreux siècles d'exil. Voilà pour ce qui est du récit historique tel qu'il est le plus souvent raconté. Mais ce récit a aussi eu des débouchés politiques. Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le mouvement sioniste est un élan commencé au XIXe siècle pour fonder un foyer national juif dans la Palestine sous domination britannique. Et il s'est basé sur tout ce qu'on vient de dire. Les lointains descendants d'exilés hébreux auraient, d'après leur histoire, des droits légitimes pour retourner sur les terres de leurs ancêtres, la terre d'Israël. La migration des Juifs du monde entier vers ce nouvel État serait donc un juste retour des choses, en même temps que l'accomplissement d'un destin biblique. C'est d'ailleurs toujours le principe qui préside à l'immigration en Israël. Si une personne peut attester d'une ascendance juive, elle est autorisée à venir s'installer dans le pays, ça s'appelle l'Alia. Parmi ces juifs candidats au retour en Israël, les plus nombreux sont les Ashkénazes, c'est-à-dire ceux qui vivent en Europe de l'Est et parlent la langue yiddish, ceux qui sont au cœur du débat historique qu'on explique aujourd'hui. On estime qu'ils étaient près de 9 millions avant le génocide perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les juifs ashkénazes sont réputés avoir migré vers l'est de l'Europe au cours du Moyen-Âge, en provenance de l'ouest du continent et en particulier d'Allemagne, après avoir transité par Rome. Même si cette émigration d'origine allemande n'est pas spécialement documentée par les textes, la présence de vocabulaire majoritairement allemand dans la langue yiddish a servi de confirmation évidente à cette théorie. Mais il y a aussi une autre théorie sur l'origine des juifs ashkénazes, et c'est là qu'interviennent nos fameux Khazars.
Les Khazars sont un peuple turco-mongol d'Asie centrale qui migre au sud du Caucase vers le 5e siècle de notre ère. Ils étendent au 7e siècle leur influence au nord des montagnes, sur tout l'espace entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans le sud de la Russie actuelle. Les archéologues les ont identifiés comme la culture Saltovo-Mayaki, reconnaissable à son artisanat du métal, les boucles de ceinture et harnais de chevaux ouvragés en sont les artefacts caractéristiques. Plus qu'un État sédentaire et centralisé, l'Empire khazar, c'est plutôt un pouvoir qui contrôle une partie des routes de la soie et qui prélève une part des richesses transitant par son territoire. Les Khazars apportent aussi à ce commerce leur savoir-faire, notamment dans la production de fourrures ou la capture d'esclaves. Une nébuleuse de peuples soumis plus ou moins sédentaires leur paye tribut et se range ainsi sous la protection des cavaliers khazars. Jusque-là, rien de bien exceptionnel, hein. Des dizaines d'autres royaumes de ce genre ont vu le jour en Eurasie durant ces 3 derniers millénaires. Seulement les Khazars, au 8e siècle, contrairement à tous les autres, adoptent le judaïsme comme religion d'État. Vers 740, c'est le roi khazar Boulan qui se convertit le premier au judaïsme. Boulan aurait, dit-on, convié les représentants des 3 grands monothéismes à sa cour pour faire son choix et trancher en faveur de la plus ancienne et donc plus respectable des 3 religions, le judaïsme. Mais les considérations politiques n'ont pas dû être totalement étrangères à sa décision. En adoptant le christianisme ou l'islam, le royaume khazar se serait immanquablement retrouvé inféodé à l'un de ses 2 voisins, l'empereur de Byzance ou le calife de Damas. Ces 2 souverains chrétiens et musulmans cherchaient à étendre leur domination dans la région habitée par les Khazars, notamment en diffusant leur religion parmi la population. Le judaïsme fournit donc une opportunité remarquable, une 3e voie qui place à égalité les Khazars avec ses 2 rivaux. Cette conversion officielle d'un État entier à la religion juive est un exemple unique dans l'histoire. Par contre, ce bouleversement religieux n'a pas forcément été accepté par la majorité de la population. Il subsiste dans le royaume khazar une grande hétérogénéité religieuse. Le géographe arabe Al-Masoudi écrit au Xe siècle qu'il y a dans la capitale khazar 7 juges. 2 pour les juifs, 2 pour les musulmans, 2 pour les chrétiens et 1 pour les païens, jugeant d'après les lois de chaque religion. Les sources médiévales qui parlent des Khazars se contredisent d'ailleurs sur l'importance de la conversion. Certaines affirment que tous les Khazars sont juifs, d'autres que seule une minorité avait adopté cette religion. Quoi qu'il en soit, cet épisode de la conversion des Khazars au judaïsme a fait émerger une seconde hypothèse historique. Il se pourrait bien que les juifs ashkénazes ne soient pas des Hébreux exilés à Rome, puis en Allemagne et enfin en Europe de l'Est, mais plutôt des descendants de Khazars. Certains Khazars auraient migré progressivement vers l'Europe centrale, peut-être poussés par les invasions mongoles, mais d'autres seraient restés sur leurs terres et formeraient les communautés juives actuelles du Caucase. Cette théorie, esquissée dès le XIXe siècle, a été formalisée et popularisée par l'ouvrage La 13e tribu d'Arthur Koestler, paru en 1976. Et elle vient complètement remettre en question les origines des juifs ashkénazes et une partie, du coup, de l'argumentaire historique du sionisme. La théorie de l'origine khazare a été vivement critiquée. Plusieurs historiens se sont attachés à montrer que les sources médiévales qui parlaient de la conversion des Khazars sont problématiques. Parmi eux, Shaul Stampfer, qui était professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, a publié en 2013 un article qui conteste toutes les données sur lesquelles se base l'hypothèse khazare. Dans Did the Khazar Convert to Judaism, Stampfer critique en particulier la principale source à la disposition des historiens. Il s'agit d'une lettre du roi khazar en personne, un certain Joseph, qui répond à une missive envoyée par un juif espagnol au Xe siècle. Isdaï ibn Shafrout, médecin et conseiller juif à la cour du calife de Cordoue, a en effet appris qu'un royaume juif existait loin à l'est et décide d'en savoir plus. Alors il envoie vraisemblablement 2 lettres. La première ne dépasse pas Constantinople, mais la deuxième parvient jusqu'au roi Joseph. La réponse du roi khazar, qui nous est connue grâce à des copies ultérieures, raconte alors la conversion de son peuple. Et de nombreuses générations se sont écoulées jusqu'à ce qu'advienne un roi du nom de Boulan, qui était d'une grande sagesse et qui craignait Dieu. Il fit interdire les sorciers et les païens dans son pays, et le roi réunit tous ses ministres ainsi que tous ses sujets et transmit à son peuple toutes ces choses. Et ses sujets en apprécièrent la valeur, ils acceptèrent son jugement et ils se mirent sous la protection de la révélation divine. Voilà pour cet extrait, la suite du récit décrit le pays et ses coutumes. Et c'est justement ce qui fait dire à Stampfer que la lettre n'a pas été écrite par le roi. Il juge en effet ce souverain très mal renseigné, ne citant pas les grandes villes de son royaume, ne semblant pas connaître beaucoup de détails sur ses habitants ou ses frontières. Ces imprécisions que certains avaient attribuées à l'altération du recopiage ou à des effets de style disqualifient complètement le document d'après Stampfer. Les autres textes analysés par Stampfer, les sources des géographes arabes notamment, sont tous également rejetés.
en étudiant le récit de voyage d'Ibn Fadlan, qui annonce au Xe siècle que les Khazars et leurs rois sont tous juifs, Stampfer conclut qu'il a dû se tromper, ou qu'il a recopié sur quelqu'un qui s'est trompé. Alors il est vrai que certains auteurs du Moyen-Âge n'avaient pas réellement voyagé dans le pays qu'ils décrivaient, et qui pouvaient parfois colporter des rumeurs. Mais on pourrait toutefois opposer à Stampfer que les informations que les marchands ont rapportées pendant plusieurs siècles ou les guerres répétées entre les Khazars et le califat musulman seraient peut-être venues à bout de ces rumeurs. Mais pour lui, la conversion n'a tout simplement pas eu lieu. Et citons-le, en d'autres termes, il n'y a jamais eu de conversion d'un roi ou de l'élite khazare, nous dit-il. Un avis très tranché et donc très favorable aux positions sionistes. Parce que s'il n'y a pas eu de conversion, c'est donc qu'il y a bien eu un exil des Hébreux. Mais le débat est loin d'être terminé. Le vaste mouvement du post-sionisme est à contre-courant de ce récit national juif israélien. Développé au sein des universités du pays depuis les années 90 par ceux que l'on a nommés les nouveaux historiens israéliens, le post-sionisme questionne les fondements de la nation israélienne. L'un de ses représentants les plus connus aujourd'hui est Shlomo Sand. Extrêmement critique sur la politique israélienne actuelle, il dénonce la colonisation des territoires palestiniens, le militarisme, la conception ethnocentrique de la citoyenneté, etc. Les travaux des nouveaux historiens ont surtout porté sur l'État d'Israël depuis sa création en 1948, mais Shlomo Sand s'est aussi intéressé à l'histoire ancienne, et en particulier aux Khazars, qui ont le droit à un long passage de son best-seller « Comment le peuple juif fut inventé ». Sand y reprend la thèse d'Arthur Koestler sur les origines des Ashkénazes, qui seraient les descendants des Khazars. Mais Shlomo Sand remonte aussi plus loin. Sand affirme notamment que l'exil antique des Hébreux, dont on a parlé en début de vidéo, est une invention qui sert à masquer que le judaïsme s'est propagé majoritairement par conversion. En effet, les traces historiques d'un tel exil, on parle nécessairement de dizaines de milliers de personnes déracinées, sont difficiles à mettre en évidence d'après lui. Il y a bien sûr Flavius Joseph, historien romain juif de Judée, qui mentionne 97 000 prisonniers lors de la prise de Jérusalem par les Romains. Mais bon, il parle aussi d'1 million de morts lors de l'assaut, ce qui paraît totalement excessif. Aujourd'hui, les historiens semblent plutôt s'accorder sur une population de 60 000 habitants à Jérusalem à l'époque. Flavius Joseph a donc très probablement exagéré les chiffres pour illustrer la cruauté des légions romaines. Il y a donc eu de nombreuses victimes et peut-être plusieurs milliers de prisonniers, mais sans doute pas de là à exiler tous les Hébreux. Shlomo Sand rappelle pour sa part que les Romains n'ont jamais pratiqué la déportation de tout un peuple. D'ailleurs, pour un empire qui cherche à percevoir l'impôt sur des terres cultivées, vider une province de sa population n'est absolument pas rentable. Ça aurait de toute façon demandé des moyens logistiques hors de portée des Romains de l'Antiquité. Et puis une autre grande révolte a lieu en Judée en 135 après Jésus-Christ, ce qui montrerait bien que les habitants sont toujours sur place 65 ans plus tard. Et là encore, les historiens romains mentionnent bien une répression implacable, mais pas d'exil. La question qui suit est dès lors inévitable. Si la Judée ne s'est jamais vidée de ses habitants, qu'est devenue la majorité des Hébreux qui seraient toujours restés sur ces terres? Shlomo Sand estime que l'immense majorité d'entre eux s'est lentement convertie à l'islam. Les conquérants musulmans appliquaient en effet un impôt aux gens du livre, les dhimis, c'est-à-dire aux pratiquants des autres religions monothéistes. Cet impôt avait un double effet sur ceux qui le payaient. Il leur faisait reconnaître la supériorité du pouvoir musulman et les incitait à embrasser l'islam pour ne plus le payer. On le sait, les incitations financières sont souvent plus efficaces que les interdictions catégoriques. En effet, au fil des siècles, beaucoup de chrétiens et juifs résidant dans les États musulmans ont adopté la religion musulmane. Sand écrit « Il ne serait pas abusif de soutenir que la Palestine, terre d'Israël, connut un certain processus de conversion modéré sur la longue durée, évoluant parallèlement à la disparition de la majorité juive. » Un retournement total du récit qu'on a présenté au début. Les descendants des Hébreux seraient en réalité les Palestiniens. De quoi déplaire à pas mal de monde en Israël, surtout quand cette théorie est reprise par les nationalistes palestiniens pour contester jusqu'à l'existence de l'État d'Israël. On le voit, cette histoire a des conséquences politiques particulièrement sensibles. Dans une région du Moyen-Orient en conflit depuis plus de 70 ans, la conversion ou non d'un peuple nomade au Moyen-Âge prend des allures de bombe identitaire et politique. L'affaire Khazar permet bien de comprendre la spécificité de la démarche historique et le statut problématique qui occupe la vérité objective. Les sources sont soumises à interprétation et souvent contestables.
Avec un tel enjeu idéologique, on a tendance de part et d'autre à tordre le récit dans le sens qui nous arrange. Chaque publication déclenche son lot de réfutation, elle-même réfutée par des études postérieures. On dénonce les manquements de ses adversaires qui ignorent des sources, interprètent trop largement des passages évasifs, etc. Et d'autres disciplines se sont invitées dans le débat. La génétique, par exemple, a ajouté son grain de sel. Généralement considérée comme une science aux résultats indiscutables, elle peut pourtant orienter les résultats en fonction des échantillons choisis. L'étude d'Eran et Laïc, publiée en 2012 dans Genome Biology, qui allait dans le sens de l'hypothèse Khazar, a par exemple été décriée pour ne porter que sur un petit nombre d'individus. La linguistique a aussi participé au débat. Le linguiste israélien Paul Wexler affirme que la base de la langue yiddish, celle parlée par les Ashkénazes, n'est pas l'allemand mais le slave, ce que d'autres contestent en retour. La recherche historique en Israël est, vous l'avez compris, un sujet extrêmement inflammable. Tout le monde s'accuse de faire de la propagande. Et parfois, ça finit même devant les tribunaux. L'université d'Haïfa, par exemple, était assignée en justice en 2002 à cause d'un mémoire de maîtrise de l'un de ses étudiants, dirigé par l'historien Ilan Papé, l'un des chefs de file des nouveaux historiens. La justice a démontré que cet étudiant avait volontairement déformé des témoignages pour accuser l'armée israélienne d'un massacre dans le village de Tantoura pendant la guerre de 1948. Le climat politique et idéologique est donc tellement dégradé qu'il rend tout débat serein extrêmement compliqué pour l'instant. En bref, il paraît illusoire de voir prochainement un consensus sur la question des Khazars. Mais peut-être que c'est pas si important après tout. Peu importe ce qu'ont fait les Khazars il y a 1000 ans. Aujourd'hui, les peuples israéliens et palestiniens doivent cohabiter. La majorité d'entre eux d'ailleurs ne demandent que ça. Peut-être qu'il faut rappeler aux nationalistes des deux bords à ne pas prendre l'histoire trop au sérieux et leur remémorer ce que disait Ernest Renan dans une conférence à la Sorbonne en 1882. L'oubli et même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Si les Bantous sont les Israélites antiques selon l'ADN, mais qui sont les Juifs des chrétiens qui sont en Israël actuellement? Voici les résultats des ADN. À vous d'en juger. Is the origin of Yiddish language. Now, Yiddish is a language that consists of German, Hebrew, and Slavic elements, written with Aramaic letter, and it has been spoken since the 9th century. The prevailing view is that Yiddish is an old German dialect, where the alternative view is that Yiddish is a Slavic language that used to have Slavic words and grammar, but over time it shaded its Slavic lexicon and adopted German words, while retaining the Slavic grammar. In a sense, it consists of 251 words for just buy and sell, suggesting it was invented by traders. Language, geography, and genetics are all connected. So if we have a tool that converts genetics into geography or languages, we can find our answer. Fortunately, in 2014 we published the Geographic Population Structure or GPS tool that does exactly that. GPS converts DNA information into geography. So to answer the hypothesis of where Yiddish speakers came from, we apply GPS to the genome of Yiddish speakers to find where their DNA is from. Surprisingly, GPS took us to northeastern Turkey. At first we did not understand the results, but when we looked at some old books, we found 4 ancient villages named Ishkenaz, Eskenaz, Ashenaz, and Ashkuz, names that may be derived from the word Ashkenaz. This place resides on a hub of trade networks. This is where Silk Roads and other trade routes converge. Shortly after they invented the language, they relocated. The young Ashkenazic Judaism was relocated to Khazaria, and some 500 years later, when Khazaria was destroyed, they moved to Eastern Europe. At that time, the network collapsed and Ashkenazic Jews separated from their brethren of the Iranian Jews, and the two populations went their separate ways. Yiddish was stopped being used as a trade language and was now started accumulating words in German while retaining the Slavic grammar. Our results are consistent with the Slavic hypothesis, suggesting that Yiddish has a Slavic origin and that it has originated in ancient Ashkenaz that is located in northeastern Turkey. By applying GPS to the genome of Yiddish speakers, we were able to find ancient Ashkenaz and villages where the DNA of Yiddish speakers has originated probably over 1500, 2000 years ago.
Voilà, conclusion d'un scientifique. Conclusion, les juifs chrétiens ne sont que des Khazars turcs selon leur ADN. Ils ne sont pas des Israélites bibliques. Ni les Palestiniens encore, moins les Israéliens sont juifs. Car les vrais juifs de la Bible, les descendants de l'esclavage, sont les soi-disant nouveaux, afro-américano, latino, etc. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, le nouvel empire égyptien domine la région qui est appelée Canaan. Mais l'empire est affaibli par les Hittites au nord et par les Philistins, des peuples de la mer qui s'installent sur les côtes. L'Égypte se retire progressivement de la région et apparaissent alors les royaumes d'Israël et de Juda qui sont probablement fondés par des populations locales. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Babyloniens conquièrent la région, rasent Jérusalem et emmènent de force l'élite à Babylone. Après la conquête des Perses, celle-ci peut retourner à Jérusalem. Le second temple est alors construit et probablement que la Torah est écrite vers cette période sur la base d'anciens textes et de récits transmis oralement. The original Israelites were black. So now, since y'all have been racist y'all whole life, now you want to accuse us of being racist? After all you did to Jacob, you want to consider him as being racist? These are God's people. And I know that there's wicked and white races and wicked and black races and all that. I'm not justifying none of that stuff. I'm just saying God knows what happened to the black race. He knows how they wound up over here. And God is going to reimburse the black people for all their trouble and all their labor. You watch what I tell you. Dans le désert d'Al-Naqab, dans le sud de la Palestine, la communauté bédouine comprend des Palestiniens noirs présents depuis des siècles sur le territoire. Ces populations rejettent les récits les décrivant comme les descendants de Soudanais, enlevés en Afrique et déportés dans le désert comme esclaves au service des notables bédouins de l'époque. Pourtant, il apparaît qu'un grand nombre de ceux qu'on appelle aussi les Afro-Bédouins soient originaires d'Afrique de l'Est et que leurs ancêtres aient bel et bien été réduits en esclavage par les Arabes au XIXe et XXe siècle. À cette période, la Palestine était sous mandat britannique et l'esclavage, bien qu'aboli officiellement, était toujours pratiqué par les tribus bédouines. L'Empire ottoman a joué un rôle majeur dans l'implantation de ces populations, puisqu'il fut l'un des plus grands acheteurs d'esclaves en provenance de Zanzibar, mais surtout du Soudan. Si le destin des Palestiniens d'origine africaine est quasiment similaire à celui des Bédouins noirs saoudiens, jordaniens ou à ceux du Sinaï, dans toutes ces régions, ils sont animés par des traditions qui leur sont propres et une identité qu'ils tiennent à conserver et à transmettre. D'ailleurs, lorsqu'on les observe, on remarque qu'ils n'ont hérité d'aucune tradition africaine dans leurs us et coutumes, ni dans leur alimentation, ce qui renvoie à l'ancienneté de la présence noire dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que certaines de ces populations y étaient déjà implantées avant le 7e siècle après Jésus-Christ, et donc avant l'avènement de l'islam. Si une réelle unité existe au sein de la communauté afro-bédouine du Naqab, consolidée par l'appartenance à l'islam et au fait de partager des traditions communes, les afro-bédouins restent marginalisés dans la société palestinienne, à l'image de la totalité des communautés noires présentes dans le monde arabe. En Palestine, 60% des Bédouins noirs vivent dans la ville de Rahat et sont considérés comme des citoyens de seconde zone par les autres communautés. À Jérusalem, il y a un quartier afro-palestinien, une communauté dont les ressortissants sont des descendants de Tchadiens, de Soudanais, de Sénégalais ou encore de Nigérians, qui ont choisi de s'installer dans la troisième ville sainte de l'islam pour des motifs religieux. D'autres ont quitté l'Afrique aux côtés de volontaires arabes pour mener la guerre sainte à Jérusalem et la défendre contre l'occupation sioniste. Aujourd'hui, la communauté africaine de Jérusalem ne représente pas plus de 450 personnes. Voici Fatima Barnaoui. Elle a été la première femme palestinienne à être condamnée à la prison pour des actes liés à la lutte pour les droits des Palestiniens. Elle a passé 10 ans dans les prisons israéliennes avant d'être libérée dans le cadre d'un échange de prisonniers. Elle participa ensuite à la création de la force de police féminine palestinienne qu'elle dirigea jusqu'à sa mort. Moi je fais partie de ceux qui pensent que nous n'avons pas d'amis dans ce monde. Nous
pouvons avoir des alliés, nous pouvons sceller quelques alliances, mais à la fin de la journée, le Renoir doit savoir qu'il n'a pas d'amis dans ce monde. C'est ainsi que Dieu a créé ça. Nous devons tracer notre chemin, d'accord, toujours vers la dignité totale, en respectant les autres composantes de l'humanité,